Alors, notre présentation qui va être faite par professeur Jacques Buxoro, que tout le monde connaît, mais je vais quand même le présenter avant qu'il commence. On sera obligé, parce que normalement notre présentation c'était pendant 1 heure. Là, on va un petit peu vraiment rectifier les choses. Alors, ça sera sur les révolutions thérapeutiques actuelles et futures. Alors, comme tout le monde le sait, la thérapeutique progresse à pas géant et chaque jour, de nouveaux médicaments apparaissent et qui révolutionnent tout ce qui est thérapeutique. Alors, les progrès dont va nous parler professeur Jacques Buxoro sont rendus possibles par les avancées en biologie moléculaire et surtout une meilleure compréhension de la physiopathologie des maladies. Donc, au cours de cet atelier, de cette présentation, vous aurez l'exploration des possibilités thérapeutiques actuelles et futures dans différents domaines. Et donc, il va parler que dans 3 domaines dermatologique et cancéro et la virologie. Mais avant de lui donner la parole, je vais quand même le présenter. Là, ça marche, c'est mieux. Alors, le présenter, il est pharmacien de formation à la base. Il est docteur en pharmacie. Il est professeur émérite aux facultés, et surtout dans les universités à Limoges. Et alors, la liste des... Non, je ne vais pas en parler, des livres et des trucs, mais je vais quand même parler des activités professionnelles, et que ce soit activités universitaires et extra-universitaires. Alors, universitaire, il est assistant titulaire de pharmacie chimique, il est maître assistant de pharmacie. Ah non, ça c'était l'historique, là. Oui. Bon, je dis quand même... Je ne parle pas de président de jury de thèse, d'exercice. Beaucoup. Oui, voilà, beaucoup de... Alors, les activités extra-universitaires. C'est rédacteur en chef dans la revue mensuelle de formation continue, Actualité pharmaceutique, que tout le monde connaît, je pense. Elsevier. Vert et noir, la couverture. Voilà. Alors, conseiller scientifique pour la formation continue en l'OCP, conférence nationale spécialiste des nouveautés thérapeutiques. Tout à fait. C'est sa spécialité, d'accord ? En principe. En principe. Et surtout, des publications scientifiques, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, comme le cas exactement ici. Formation en DPC, des articles pédagogiques, il y en a beaucoup, à peu près 2000 articles. À peu près, oui. Oui. Très nombreux ouvrages. Des tournages vidéo, où il fait par exemple quoi de neuf, et surtout dans les nouveaux médicaments, c'est ta spécialité. Tout à fait. Et surtout des formations qui sont à l'étranger. 1800 à peu près, j'en ai fait. Voilà. Et quelque chose de très 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 intéressant et de très très important qu'il fait, et c'est surtout des formations dans le cadre des croisières. Il a fait 25 croisières. Et d'ailleurs, ça c'était justement dans différents pays. Mais croisière formation, hein. Croisière formation. Voilà. D'ailleurs, nous aussi, on est en train... La prochaine croisière qu'on va faire avec lui, formation justement pendant 2 heures, lors de croisière. Mais là, c'est-à-dire on va joindre l'utile à l'agréable. Pendant la journée, donc ça va être, vous allez visiter des villes, et le soir, de 6h à 8h, oui, de 6h à 8h, une formation. Donc on va choisir les thématiques. Et donc ça va être une journée en formation avec Jacques Buxoro, et le lendemain, ça va être une formation en aromathérapie. Donc ça va être au mois de septembre. Je vous donnerai la liste pour ceux qui sont intéressés, qui seraient intéressés pour partir avec justement formation en croisière. Vous vous inscrivez, on vous donnera justement les détails pour cette formation. Et je te donne la parole. Merci beaucoup, Aïcha. Merci beaucoup. Voilà, je suis absolument ravi de vous retrouver ce soir, ça me fait chaud au cœur. Et vraiment merci de rester parce qu'il est tard et je sais très bien que l'attention, au bout d'un certain temps, va diminuer. Alors, je voudrais vous faire rêver. Vous allez voir, vous allez être assez surpris de ce que vous allez entendre parce qu'on va vers le futur. En fait, c'est comme si je vous présentais l'avion du futur. Voilà. Donc évidemment, c'est une médecine un petit peu particulière qui s'annonce pour nous, mais une médecine hélas très chère. Espérons que les prix baisseront, mais voilà. Mais je crois qu'il faut que vous soyez au courant de ce qui se profile pour la thérapeutique. En fait, je dis que c'est une information parce que ce n'est pas de la formation que je vais faire ce soir. Pour faire de l'information, je peux balayer tout un tas de secteurs, mais il faut focaliser sur des secteurs. Et c'est des formations qu'on peut faire à la suite de cette information de ce soir. Alors,
regardez ce qui s'est passé dans le passé. Dans le passé, c'est-à-dire tout ce qui a couvert jusqu'aux années 2000, eh bien, nous avons sorti, vous le voyez, toutes les grandes classes thérapeutiques. Vous les avez sous les yeux, c'est ce qu'on appelle les blockbusters. Là, on a sorti mais des tonnes et des tonnes de DCI. Voilà, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, c'est-à-dire de 2000 à nos jours, on continue bien sûr cette sortie des classes thérapeutiques, bien évidemment, en étant de plus en plus précis du reste, mais on a un virage. Et c'est ce virage que je voudrais vous faire passer ce soir. Avec, par exemple, vous le voyez, les thérapies ciblées, qui sont des inhibiteurs de protéines kinases. Alors, c'est un monde, mais vous ne pouvez pas imaginer. C'est des inhibiteurs de protéines kinases, de tyrosine kinase, de janus kinase, etc., etc. Avec des DCI, vous le voyez, qui se terminent par tinib, lysib, phénib, cyclib. Nous rentrons dans un monde totalement différent. Ça n'a rien à voir avec l'aspirine, le paracétamol et les autres produits de ce type. Évidemment, on aborde aussi les médicaments biologiques qu'on appelle les biomédicaments qui vont prendre de plus en plus d'importance dans l'officine et dans les hôpitaux, bien évidemment, et surtout les anticorps monoclonaux. Alors, nous en avons à l'officine, mais il y en a énormément à l'hôpital, en particulier dans le domaine du cancer. On va vers les thérapies géniques, ce fameux ARN messager dont vous avez beaucoup entendu parler pendant le Covid, bien évidemment, et puis l'ère des oligonucléotides avec des molécules extrêmement particulières, très pointues, qui sont pour traiter des maladies rares, par exemple l'amylose à transthyrétine, l'hyperchylomicronémie familiale. Vous voyez, en fait, aujourd'hui, on est dans une ère où on continue à alimenter les classes thérapeutiques, mais où on va vers des médicaments extrêmement pointus, extrêmement précis pour traiter des pathologies rares et des populations évidemment beaucoup plus ciblées. Alors le menu de ce que j'avais prévu, mais comme il est tard, peut-être on va raccourcir certains points. D'abord, vous donner des généralités sur les médicaments chimiques versus médicaments biologiques. Ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est très important à connaître. C'est deux types de médicaments différents, mais je crois qu'il faut savoir. Ensuite, peut-être vous donner l'apport des anticorps monoclonaux dans une pathologie particulière, qui est le psoriasis. Alors, bien évidemment, quand on a un psoriasis, on ne va pas aller d'emblée vers ces anticorps monoclonaux, mais dans des psoriasis un petit peu rebelles, avec des surfaces étendues, on peut aller vers les anticorps monoclonaux. Ensuite, évidemment, les thérapeutiques antinéoplasiques, il y a énormément d'anticorps monoclonaux qui sortent et qui vont beaucoup à l'hôpital du reste, qui sont des produits injectables qui vont permettre de traiter le cancer. Et puis, il y a aussi des avancées dans le VIH, puisqu'aujourd'hui, on a diversifié pas mal les traitements et on a, par exemple, on peut retrouver totalement une immunité, ça c'est clair. Et puis, vous allez voir, on parle de PrEP, on parle maintenant de thérapie injectable, c'est-à-dire qu'on a des possibilités, au lieu de prendre des comprimés tous les jours, on a des possibilités d'injecter une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Donc, c'est très, très intéressant. Ensuite, l'AS a bénéficié évidemment de l'apport de pas mal de ces anticorps monoclonaux qui sont des anti-interleukines. Et puis, je réserve pas le meilleur pour la fin, mais des scoops inédits. Savez-vous que depuis quelques jours, on peut repigmenter les lésions du vitiligo? Voilà, c'est incroyable. C'était impensable il y a quelques années et aujourd'hui, c'est devenu possible. Le médicament sort en Europe sur des surfaces faibles, bien sûr, moins de 10% de la surface corporelle, mais il faut savoir que ça existe. Alors, une petite généralité sur les médicaments chimiques versus biologiques. Alors, vous voyez, vous avez 2 grands groupes de médicaments, à mon sens. Vous avez les médicaments chimiques et puis vous avez les médicaments biologiques. Alors, les médicaments chimiques ont des petites structures chimiques et les médicaments biologiques, souvent, ce sont des grosses molécules. Nous allons voir tout à l'heure. Alors, voici des médicaments chimiques. Alors, évidemment, les noms vous surprennent parce que vous ne les connaissez peut-être pas. Ce n'est pas comme le paracétamol, hein, on a énormément évolué. Vous voyez, vous avez le lenvatinib, le ponésimod, etc., etc. Pour vous dire qu'aujourd'hui encore, on sort des médicaments chimiques, mais la différence avec il y a quelques années, c'est que lorsqu'on met aujourd'hui sur le marché des médicaments chimiques, ce sont des médicaments qui ont une cible et qui ont vraiment un secteur d'activité
très très pointu. Ce n'est plus comme par exemple un bêta-bloquant qui peut permettre de traiter des tas de pathologies cardiaques. Non, aujourd'hui, même ces médicaments chimiques sont quasiment des thérapies ciblées. Alors les biomédicaments sont bien sûr en plein essor. Ils sont produits par la biotechnologie, vous le voyez. Alors quelques exemples, des hormones, des cytokines, des anticorps, des vaccins, des glycanes, ce qu'on appelle des biothérapies. Alors voici la représentation chimique, en fait, d'un anticorps monoclonal. On représente aujourd'hui l'anticorps monoclonal sous la forme d'un Y. Vous le voyez, nous sommes à l'ère de ces anticorps monoclonales. Alors pourquoi on les appelle les MAB? Eh bien, ça vient de l'anglais monoclonal antibody. Alors évidemment, le Y, ça vient de leur structure, vous allez voir tout à l'heure. Alors, vous voyez qu'il y a eu quand même pas mal de prix Nobel qui ont été accordés pour les avancées sur les anticorps monoclonaux, que ce soit pour le principe de production, etc., etc. Alors pourquoi les anticorps monoclonaux sont représentés sous la forme de Y? Alors ce n'est pas une photo que vous avez sous les yeux, c'est un dessin en fait. Vous voyez, ça représente, c'est comme un Y. Hein. Vous voyez, vous avez des petits points rouges, des petits points bleus, des petits points verts, gris, etc. Eh bien, le rouge, le vert, tout ce que vous voulez, c'est du carbone, de l'azote, du soufre, etc. Donc, vous avez des grosses molécules, des polypeptides, qui s'enjancent sous la forme d'un Y. Alors, évidemment, on a dans ce Y des parties qui sont très particulières. Vous le voyez en rose, ici en rouge, ou orange plutôt en haut. C'est le site de liaison à l'antigène. Vous voyez, l'antigène va venir se fixer sur ce site de liaison. Donc, ce sont des chaînes polypeptidiques avec deux fragments, un fragment Fab et un fragment cristallisable FC. Donc, c'est pourquoi on les représente sous la forme d'un Y. Alors, les actions de ces anticorps monoclonaux, on va le résumer assez vite. En fait, retenez 3 actions. Les anticorps monoclonaux ont un pouvoir de blocage où ils détruisent, où ils stimulent. On va voir quelques exemples tout à l'heure. Alors maintenant, c'est une bonne question. Connaissez-vous et êtes-vous capable, là, actuellement, de me donner tous les secteurs thérapeutiques d'action des anticorps monoclonaux? Peut-être que vous êtes capable, peut-être pas. Parce que vous allez voir, c'est invraisemblable. Il y a 10 ans, jamais moi-même, je n'aurais pensé aller dans tous ces secteurs. Regardez. Et ils ne sont pas tous là, hein, mais c'est incroyable. D'abord, toutes les maladies inflammatoires. On sait, grâce aux anticorps monoclonaux aujourd'hui, traiter la maladie du Crohn, la polyarthrite rhumatoïde, la rectocolite hémorragique, bien évidemment, le psoriasis, la sclérose en plaques. Alors, en oncologie, j'ai mis plus, comme du reste, vous le voyez, pour les maladies auto-immunes. Là, c'est un grand secteur. On peut dire qu'aujourd'hui, et je vais vous donner des exemples tout à l'heure, on ne traite pas le cancer, mais on traite un cancer, un type de cancer. Vous avez autant d'anticorps monoclonaux que vous avez de types de cancer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un cancer, on n'est pas condamné. Il faut le savoir, ça. C'est un message à faire passer à votre patientèle. Quand on a un cancer, on peut être traité. On peut être traité, et je peux même dire que dans certains types de cancers, on peut vivre avec en maladie chronique. Chose qui n'était absolument pas possible avant l'arrivée des anticorps monoclonaux. Vous allez voir. Ensuite, évidemment, les maladies infectieuses. Et à quelque chose, malheur est bon. Mais la Covid a eu des désastres terribles sur la planète, vous le savez. Mais ça a eu l'avantage aussi de nous faire progresser dans beaucoup de domaines en médecine. Et on a créé des anticorps monoclonaux aujourd'hui pour traiter la Covid-19. Mais aussi maintenant le sida, le paludisme, c'est incroyable et ça va être révolutionnaire. Je dis révolutionnaire, il faut bien le comprendre. Très récemment, on vient de sortir les premiers anticorps monoclonaux pour la migraine qui vont révolutionner la migraine où les malades, vous savez, sont vraiment les grosses migraines très pénalisantes pour le patient. Nous avons même eu des anticorps monoclonaux récemment pour traiter les hyperlipidémies, donc c'est impensable, c'est incroyable, et puis en ophtalmologie pour traiter la DMLA, mais la DMLA néovasculaire,
c'est-à-dire celle où on va vous injecter dans l'œil au niveau des vaisseaux qui prolifèrent sur la rétine. Mais voyez les secteurs, et je pourrais continuer. Donc, aujourd'hui, moi, je fais de l'information, mais je peux vous faire de la formation sur l'oncologie et les nouveaux traitements, la migraine et les nouveaux traitements. Ça se multiplie à l'infini, bien évidemment. Un petit bémol pour l'oncologie, vous voyez, j'ai mis thérapie ciblée, parfois mieux tolérée. Oui, c'est vrai, elles sont parfois mieux tolérées, mais quand même, il y a, à mettre un bémol, il y a aussi quand même des effets secondaires particuliers, et on en verra tout à l'heure. Alors, regardez la presse, et c'est récent, hein, ça date d'octobre 23. L'Institut Pasteur, paludisme, la piste des anticorps monoclonaux se précise. Ça, c'est intéressant, surtout pour le pays dans lequel nous sommes et pour les pays africains, par exemple, où sévit évidemment cette maladie. Vous voyez, Nature Africa, janvier 23, un anticorps prometteur pour la prévention du paludisme. Vous voyez, je ne vous mens pas, hein, c'est les avancées. Ensuite, je continue, toujours l'Institut Pasteur, anticorps monoclonal, alors SPAG 001, une neutralisation puissante et à large spectre contre les variants préoccupants du SARS-CoV-2. Je continue. Août 2021, les anticorps monoclonaux dans la prophylaxie de la migraine. Et je pourrais vous prendre comme ça des têtes de chapitres de journaux qui sont très évocateurs sur les avancées thérapeutiques. Alors, très vite, vous voyez à gauche, vous avez un biomédicament, une biomolécule. Et à droite, vous avez une substance chimique, un médicament chimique qui est l'apremilaste. Voilà, c'est assez récent, qui sert à traiter l'asthme. Donc, à droite, vous avez une molécule qui a un poids moléculaire relativement bas. Et puis, vous avez à gauche la structure, par exemple, du pegfilgrastim, que peut-être vous connaissez, qui est Grast, qui sert à booster les globules blancs quand on a besoin d'augmenter la formule leucocytaire en globules blancs. Eh bien, vous voyez, vous avez une formule très compliquée dans l'espace et qui a un poids moléculaire de 40 000 Dalton. C'est incroyable. Donc, vous voyez tout de suite la différence entre un médicament, un biomédicament et un médicament chimique. Alors, on pourrait continuer et voir dans ce tableau, le médicament chimique, c'est la colonne du milieu, obtenu par synthèse chimique. Le biomédicament, non. Lui, c'est par culture, etc., etc. Poids moléculaire faible, structure chimique bien définie pour le médicament chimique, un peu moins pour le biomédicament, etc., etc. Alors, dans les biomédicaments, nous avons des poids moléculaires élevés, certes, mais nous avons différents poids moléculaires. Vous voyez, par exemple, prenez l'insuline. C'est plus petit que, par exemple, un anticorps monoclonal dont le poids moléculaire est de 150 000. Donc, nous avons une échelle très large au sein de ces biomédicaments en matière de poids moléculaire et de structure chimique. Alors maintenant, il faut savoir que ces biomédicaments, on va évidemment, au bout de X années, 10-15 ans, aller vers les biosimilaires. Alors attention, un biosimilaire n'est pas un générique. Pourquoi ? Parce que le biomédicament a une molécule complexe et quand on veut reproduire l'identique, c'est très difficile et il y a des petites différences. C'est pour ça qu'on est obligé, non pas de l'appeler générique, mais de l'appeler biosimilaire. Alors c'est clair que cliniquement, c'est un médicament similaire, mais qui ne répond pas à toutes les conditions pour être regardé comme un médicament générique. Alors très vite, vous avez ici, sous les yeux, une ébauche de médicaments biologiques. Vous voyez, les petits ronds noirs, blancs et hachurés sont des acides aminés qui sont enchaînés. Donc c'est un polypeptide. Et vous voyez, vous avez plusieurs lots. Alors évidemment, l'enchaînement des acides aminés est strictement le même. Vous en êtes d'accord ? Du gris, etc., etc. Mais sur ces petits ronds, sur ces acides aminés, vous avez des sucres qui sont greffés et d'un lot à l'autre, c'est là où les sucres vont pouvoir différer. Mais les sucres qui sont présents, même s'ils sont différents, ne vont pas modifier l'aspect thérapeutique. Donc voilà, donc un biosimilaire, retenez, n'est pas tout à fait identique, mais a exactement la même indication thérapeutique
et la même pharmacologie, sauf qu'il y a une petite différence dans la structure. C'est pour ça qu'on est obligé de l'appeler biosimilaire. Alors, très vite, nous allons voir quelques exemples. Alors, nous allons voir les anticorps monoclonaux dans le domaine du psoriasis. Alors, attention, je tiens à le préciser. Quand on a un malade qui a un psoriasis, évidemment, on commence par des thérapeutiques locales, cutanées, les corticoïdes locaux, etc., etc. Et si ça ne passe pas, après, on peut aller vers les anticorps monoclonaux. Mais ce sont des thérapeutiques de seconde intention. On ne peut pas donner ces thérapeutiques d'emblée. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, hein, c'est clair, donc il faut faire quand même très attention. Eh bien, c'est grâce à la meilleure connaissance de cette physiopathologie de la maladie psoriasique qu'on a pu progresser. Et on a mis sur le marché des médicaments qui vont cibler la dérégulation de la cascade inflammatoire. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui extrêmement performants. Alors certes, on a les corticoïdes, ça marche bien, parce que ce sont des immunosuppresseurs et que le psoriasis est une maladie auto-immune. Mais avec ces nouvelles molécules, on est encore meilleur. Pourquoi ? Parce qu'on va même au domaine cellulaire. On va toucher la maladie au niveau de la cellule. Et à tel point qu'on peut contrôler pratiquement jusqu'à 100% des lésions psoriasiques. On blanchit carrément les lésions psoriasiques. Alors maintenant, il y a beaucoup de médicaments, bien évidemment. Alors les connaissez-vous pas, je ne sais pas, mais ils sont en train de révolutionner le traitement du psoriasis. Alors le petit ennui quand même, c'est qu'ils sont chers. Et c'est vrai que pour certains pays, même pour les pays qui ont les moyens, ça reste quand même un gros problème aujourd'hui. C'est ça toujours le nerf de la guerre, hein, le coût de ces thérapeutiques. C'est comme ça, parce que c'est le coût de production. Alors vous avez sous les yeux ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière d'innovation dans le traitement du psoriasis. Alors évidemment, si vous reveniez sur les bancs de la faculté, eh bien, vous auriez tous ces cours sur les nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché. Et je plains les étudiants actuellement parce que c'est pas facile. C'est beaucoup plus difficile qu'autrefois. Et maintenant, je peux vous dire qu'il faut s'accrocher et il faut avoir des qualités, des connaissances en immunologie qui sont assez avancées. Alors nous avons les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 4, mais vous ne les avez pas, par exemple au Maroc. J'ai mis en vert ceux que vous avez, par exemple, au Maroc. Vous voyez, vous avez les inhibiteurs de l'interleukine. Alors, vous n'avez que des mAb après. Et j'ai surligné en vert ceux que vous avez. Alors, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Hein. Vous avez le bimekizumab, le brodalumab, etc. Alors, petite digression aussi, les DCI sont imprononçables. Pourquoi ? Parce qu'elles répondent à des normes internationales et chaque fragment de la DCI doit respecter. Ce qui fait qu'on les met bout à bout et on s'en fout de la consonance. Donc voilà, moi je m'exerce, quand je fais des conférences, à lire les DCI pour ne pas trop annoncer. Voilà, c'est comme ça. Alors, vous voyez, je vous ai séparé en 3 grandes classes, les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 4 et les mAb, avec les inhibiteurs de l'interleukine et les inhibiteurs du TNF-alpha. Alors évidemment, on sait aujourd'hui que la physiopathologie du psoriasis fait intervenir de nombreuses cytokines. On sait aujourd'hui qu'un malade qui est atteint de psoriasis surexprime, c'est-à-dire que son organisme fabrique au niveau cutané beaucoup trop d'interleukine 17. Cette interleukine, évidemment, qui est surexprimée, est à l'origine des pathologies auto-inflammatoires et en particulier du psoriasis dont on parle aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Eh bien, on cherche à bloquer évidemment cette interleukine qui est fabriquée en trop grande quantité et qui provoque les lésions psoriasiques. Vous voyez, on est extrêmement performant. Alors, pour rappel, hein, une cytokine, c'est une protéine qui est fabriquée par le vivant et qui est impliquée dans le développement et la régulation en particulier des réponses immunitaires. Alors, on va cibler donc cette interleukine et pour cela, on a fabriqué des anticorps vraiment très très ciblés, en particulier qui vont cibler l'interleukine 17A, c'est par exemple le bimekizumab, ou bien, alors soit elle cible directement l'interleukine elle-même,
qui est impliqué dans le psoriasis, soit elle cible son récepteur. On va voir des exemples tout à l'heure. Mais voyez, c'est parce qu'on connaît mieux la physiopathologie qu'aujourd'hui, on a pu mettre sur le marché ces médicaments. Donc, on va inhiber l'infiltration des lymphocytes T, on va inhiber l'hyperplasie épidermique, et donc, c'est fabuleux parce qu'on va blanchir totalement les lésions. Alors, un exemple. Vous avez sous les yeux, c'est très récent, hein, je le présente actuellement en France et en Europe, c'est le bimekizumab. C'est le dernier anticorps monoclonal qui vient de sortir sous le nom de Bimzelx. Alors, il faut s'exercer et à la fois dans la DCI et à la fois dans le nom de spécialité. Alors, vous voyez, c'est un produit injectable. Alors, comment il agit? Alors, vous reconnaissez ici le petit anticorps, vous voyez, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le petit Y inversé, là. Eh bien, ce petit Y vient bloquer cette méchante interleukine, vous le voyez, qui est fabriquée par des lymphocytes. Donc, comme l'interleukine est bloquée par cet anticorps monoclonal, autrement dit, elle est coiffée par cet anticorps monoclonal, eh bien, elle ne peut plus se fixer sur son récepteur, ici, le récepteur de l'interleukine au niveau cutané, et donc, il n'y a plus d'action. Donc, l'interleukine, même si elle est produite en grande quantité, vous décapitez la maladie psoriasique. C'est absolument fabuleux. Alors, vous avez d'autres moyens, hein. Vous avez un autre produit qui est récent aussi, qui s'appelle le brodalumab, le Quinteum. Eh bien là, on va non pas, alors tout à l'heure, vous voyez, je vais revenir en arrière, on bloquait l'interleukine, cette méchante interleukine. Eh bien là, on ne bloque plus l'interleukine, mais on l'empêche de se fixer sur son récepteur au niveau de la cellule. Bon, ça revient au même, hein, mais voilà, c'est un autre mode d'action. Donc, soit on bloque elle-même l'interleukine, soit on bloque le récepteur, et nous avons des anticorps monoclonaux qui peuvent, évidemment, se fixer directement, vous le voyez ici, sur le récepteur cellulaire de l'interleukine 17RA, et les interleukines 17, parce qu'il y en a plein, ne peuvent plus agir. Donc, c'est exceptionnel, et donc c'est indiqué dans le psoriasis en plaques modéré. Alors, on dit modéré à sévère, hein. Celui qui est banal, celui qui a simplement un psoriasis du coude ou dans le dos un petit peu ou au niveau du cuir chevelu, non, c'est vraiment les malades qui ont des gros problèmes de psoriasis. Alors évidemment, ces anticorps monoclonaux sont injectables, c'est très différent d'une thérapeutique orale, c'est clair, hein. C'est injectable et vous voyez, le rythme injectionnel se fait en général d'abord tous les 4 semaines. Et puis après la 16e semaine, c'est toutes les 8 semaines. Donc, ce n'est pas très... Voilà, pour suivre le traitement, c'est assez facile parce qu'il est suivi par son médecin. Donc, on a un rythme injectionnel et le malade va régulièrement se faire injecter. Alors, par contre, il ne faut pas qu'il oublie. Il faut qu'il respecte bien les injections. Alors, évidemment, l'avantage avec ces produits aujourd'hui, c'est que nous avons maintenant une possibilité, alors soit de faire injecter par le médecin, soit de s'injecter soi-même. Il y a des auto-injections possibles après éducation. Donc, vous voyez, le malade se prend en charge carrément après une certaine éducation thérapeutique. Alors, évidemment, voilà, la question, vous allez me la poser. Vous allez dire, Monsieur Buxereau, c'est beau ce que vous venez de nous dire, c'est merveilleux, ça va bloquer toutes les lésions psoriasiques, mais voilà, est-ce qu'il y a des effets indésirables? Et ça, c'est important à mesurer. Alors, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a, et je vais même aller très vite et vous dévoiler le secret tout de suite, c'est ça. Je les ai mis en fond rouge, vous voyez, sur noix comme ça. Les infections, risque d'infection. Et oui, parce qu'on va bloquer, évidemment, pas mal d'éléments du système immunitaire, et on risque d'avoir des infections, des réactions au site injectionnel. Pourquoi? Parce que les anticorps monoclonaux sont des polypeptides, des enchaînements d'acides aminés, et que quand on vous les injecte sous la peau, eh bien la peau va se fâcher. Et elle ne va pas reconnaître forcément cette structure qu'on lui injecte, elle va réagir. Donc il y a une réaction au site injectionnel, ça arrive dans les heures qui suivent. Et plus grave, bien évidemment, le risque allergique, parce que ce sont des protéines qu'on va vous injecter. Et ces protéines, bien évidemment, eh bien, votre organisme peut réagir et ça peut être parfois très violent. Donc les premières injections se font sous contrôle médical. Et regardez, je vous ai mis la liste. Bon, il y a pas mal de choses, mais je crois quand même, retenez ce problème
désinfection. Alors, à retenir pour le conseil, il faut savoir que, comme ces médicaments exposent à des infections, quand vous aurez dans vos officines des malades atteints de psoriasis qui sont traités par anticorps monoclonal. Alors vous reconnaissez, hein, la DCI se termine par MAB. Retenez bien ça. Eh bien, alertez quand même le patient. Le médecin le lui aura dit, mais je crois que c'est votre devoir, vous le savez. Vous avez un rôle énorme en officine, c'est de pouvoir conseiller les patients. Eh bien, avant la mise en route des traitements, alors ça c'est du domaine du médecin, bien évidemment, mais le médecin va faire un bilan préalable. Ça ne se fait pas par hasard, hein. D'abord, il faut que son malade soit d'accord. Il lui dit, voilà, j'ai des médicaments extraordinaires. Est-ce que vous êtes d'accord pour aller dans ce cycle d'injection, d'abord, sachant qu'il y a quelques effets indésirables que nous pouvons maîtriser, bien évidemment, en vous suivant. Mais vous voyez, c'est un contrat aussi gagnant-gagnant entre le malade et son médecin. Donc, imaginez que le malade accepte d'aller vers ces thérapeutiques, bien évidemment. Alors, on lui demandera un bilan dentaire pour dépister éventuellement tous les problèmes infectieux. Les dents sont des sources de problèmes. Il y a toujours des bactéries qui peuvent siéger au niveau de ces dents et qui peuvent, évidemment, quand le système immunitaire est moins vigile, je m'infiltre et je m'en vais aller coloniser les poumons, coloniser, etc., etc. Ensuite, si une infection est dépistée, avant de mettre le malade sous traitement, eh bien on traitera. On traitera par des antibiotiques appropriés. Ah, je dis appropriés parce que, malheureusement, aujourd'hui, les antibiotiques, d'abord, ils font de l'antibiorésistance et c'est toujours embêtant. Et avant la mise en route du traitement, on veillera justement à ce qu'on donne un traitement antibiotique approprié. Alors, sachez que, c'est assez incroyable mais vrai, il y a des huiles essentielles qui peuvent être ajoutées aux antibiotiques et qui empêchent les phénomènes de résistance et qui court-circuitent les phénomènes de résistance. Voilà, vous l'avez au Maroc, c'est exceptionnel. On vous l'envie. On vous l'envie. Voilà, Olipène. Alors bien sûr, ce qu'il faut, c'est rester extrêmement vigilant pendant tout le traitement. Vous voyez, un conseil, un malade sous anticorps monoclonal, pour son psoriasis, vous allez lui dire, voilà, si vous avez le moindre problème, venez m'en parler, parlez-en à votre médecin. On ne peut pas vous lâcher dans la nature comme ça, il faut un suivi. Ça, c'est extrêmement important. Et vous voyez, faire très attention, en particulier dans les vaccinations avec des vaccins vivants. Alors, comment expliquer aux patients? Eh bien, si vous ne souffrez pas trop, allez, ça sera des thérapeutiques topiques. Par contre, si votre qualité de vie est altérée, comme je disais tout à l'heure, c'est le dermatologue. Et à ce moment-là, il y a des traitements efficaces. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà donc ce que vous devez savoir, par exemple, très rapidement. On peut faire toute une formation là-dessus, sur le psoriasis. Alors, vous avez à côté des anticorps monoclonaux, vous voyez, les produits chimiques peuvent exister. Des produits chimiques, évidemment, très ciblés. Alors, vous en avez un qui s'appelle l'apremilaste. Alors, ce n'est pas un anticorps monoclonal, hein, du reste. Alors, il inhibe la phosphodiesterase de type 4. Alors, la phosphodiesterase est prédominante au niveau des cellules inflammatoires. Donc, on va bloquer évidemment cette phosphodiesterase et des tas de cascades pharmacologiques font qu'on va bloquer finalement le TNF-alpha, les interleukines 23, les interleukines 17, etc., etc. Alors voilà, c'est assez compliqué, mais on voit ici sur une cellule, par exemple, que l'apremilase va bloquer la phosphodiesterase de type 4 et l'inhibition de cette PDE4, je vous l'ai mis ici, augmente les taux intracycliques d'AMP cyclique, intracellulaire, d'AMP cyclique, et vous le voyez, grâce à ce blocage, on arrive à moduler les cytokines, on va baisser les cytokines pro-inflammatoires, par contre, on va augmenter les cytokines anti-inflammatoires. Donc c'est tout gagnant. Ce médicament est révolutionnaire pour traiter le psoriasis. Alors vous voyez donc, si vous voulez retenir quelque chose, retenez que actuel et futur, on a les anticorps monoclonaux et les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 4. Chose qu'on n'avait pas il y a 10 ans, et c'était impensable de penser à ces produits. Mais je le répète, ces produits
souvent, beaucoup d'anticorps monoclonaux, malheureusement, ont heureusement aussi, c'est leur qualité thérapeutique, sont des immunosuppresseurs, et voilà, il y a ce risque infectieux, mais à partir du moment où on le connaît, on le gère. Alors, accrochez-vous. C'est très complexe, vous allez être absolument surpris. Je sais que vous êtes au courant, que vous savez qu'il y a énormément de produits, mais quand même, quand vous allez voir la liste que vous allez voir, je pense que vous allez être légèrement surpris. Alors, voilà, c'est un tableau récapitulatif. Vous avez en haut, en marron, là, les flèches marron, les anciens. La chimiothérapie cytotoxique, etc., l'hormonothérapie. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce pas des produits qu'on met au placard. On les garde soigneusement. Ils ont leur intérêt. Encore, ils sont très utilisés et même incontournables. On a juste simplement rajouté à ces classes anciennes les anticorps monoclonaux, l'immunothérapie et puis, vous allez voir, d'autres antinéoplasiques. Et là, c'est bluffant. Alors, je vais commencer la liste. Alors, en fait, je le disais tout à l'heure, on fait, et on en parlait hier et même ce matin avec Aïcha, on fait du traitement anticancéreux personnalisé. Un cancer, alors un patient, un cancer, un traitement. Le traitement qu'on a donné à ce patient ne s'appliquera pas à un autre patient qui a même pratiquement le même type de cancer. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des dizaines et des dizaines et des dizaines de classes de produits anticancéreux. Alors regardez les anticorps monoclonaux. Alors évidemment, ça nécessite une formation complète qu'on fera avec Aïcha. Évidemment, ça nécessite plusieurs heures de formation sur tous ces produits pour bien comprendre. Moi, je vous donne une information pour que vous repartiez avec les yeux pleins de DCI en vous disant « Oh là là, mais c'est incroyable le nombre de produits qu'il y a aujourd'hui. » Vous voyez, les anticorps anti-CCR4, anti-CD19, anti-CD20, etc. Et vous avez en face les traitements, vous voyez, des lymphomes en particulier, des leucémies, des myélomes. Je continue la liste. Vous voyez, des mélanomes, des cancers du rein, etc. C'est incroyable. Comment ? Oh, ça va entre 5 000 et 10 000, voire plus. À raison de combien ? D'une injection par mois. Oui, par mois ou plus ou moins, ça dépend. Donc c'est très, très, très cher. C'est vrai. C'est la médecine. Faut-il dire du futur ? Est-ce que dans le futur, on sera plus riche ? Je n'en sais rien. Mais voilà, c'est quand même bien d'avoir ces évolutions. Parce qu'on ne peut pas stopper l'évolution de la médecine. Et il faut avoir des médicaments innovants. Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, ils sont réservés peut-être à certaines personnes, c'est clair, ou à des essais thérapeutiques, mais ils sont dans le marché. Ils ont un nom de marché, ils ont un nom de spécialité, et ils sont utilisés. Mais seulement, ils coûtent très cher. Alors, je continue ma liste. C'est pas fini. Alors, vous en avez qui sont bien connus, Herceptin pour le cancer du sein, qui a révolutionné le cancer du sein. Faut quand même le dire. Alors, vous voyez, je continue. J'ai mis des points de suspension parce qu'on n'en sortirait plus. On va y passer sa nuit. C'est de la folie. Alors, je continue. La liste n'est pas complète. Vous avez ensuite des anticorps conjugués. C'est-à-dire, vous avez des anticorps monoclonaux qu'on a associés à d'autres molécules. Alors, je vous ai donné un exemple ici parce que c'est frappant. Vous voyez, vous reconnaissez la structure de l'anticorps monoclonal et ici, on a associé un composé chimique. C'est pour ça qu'on appelle ça des anticorps conjugués monoclonaux. Ici, c'est le maléimidocaproïl, etc., etc. Je vous passe le meilleur. Vous voyez, c'est quand même à retenir. Anticorps monoclonal conjugué. Et je continue. La liste n'est pas complète. Et il y en a des dizaines, voire des centaines dans ces listes. Vous avez les différenciateurs, les photosensibilisants, les anti-angiogènes, les enzymes, les inhibiteurs de Cras, les inhibiteurs de l'angiogénèse, etc. Voilà la liste encore qui continue. Les inhibiteurs PARP, par exemple, sont très utilisés. Je continue. Vous voyez la liste ? Non, mais c'est invraisemblable. Vous ne pouvez pas imaginer, personne ne peut s'imaginer, s'il n'a pas vu la liste, le nombre de produits dont les cancérologues disposent aujourd'hui. Et vous avez ici les inhibiteurs des protéines kinases. Voilà.
C'est incroyable. Les inhibiteurs du protéasome, vous voyez, les omib. Alors, ils ont des DCI qui se terminent par phénib, par tinib, etc., par zomib, peu importe. Alors, je vais vous donner un exemple. Parce que je voudrais que vous repartiez de là avec un cliché dans la tête et en vous disant, qu'est-ce que je peux retenir de tout ça? D'abord, ce que je vous conseille de retenir, c'est qu'il y a un catalogue immense de produits. C'est des centaines d'anticancéreux aujourd'hui. Ça, tout pharmacien doit le savoir. Bien évidemment, ils ne sont pas à l'officine. Beaucoup sont à l'hôpital. Alors, je prends par exemple un des récents produits qui s'appelle Kisplix, qui est le lenvatinib. Vous allez voir, vous allez être surpris, mais vraiment surpris. Alors voilà un anticancéreux tout à fait original, le lenvatinib. Alors, il n'est pas très récent, il y a quelques années qu'il est déjà sur le marché. Ce qui est récent, que j'ai mis nouveau, c'est sa nouvelle application dans le cancer du rein. Donc voici un produit qui va permettre de traiter 4 cancers. Le cancer de la thyroïde, le cancer du foie, le cancer de l'endomètre et très récemment, le cancer rénal. Alors vous allez me dire, mais comment agit-il? Alors, regardez bien, c'est assez spectaculaire. J'ai représenté un rein. Et pour le qui explique ça, j'ai représenté un rein, et dans le rein, j'ai mis un point rouge. C'est une tumeur, c'est l'envahisseur, c'est la tumeur du rein. Donc, une tumeur, c'est localisé. Vous me suivez? Donc, c'est très localisé. Le chirurgien, à la limite, enlever. Mais est-ce qu'il va tout enlever? Ça, c'est un autre problème. Alors donc, on a ce produit, vous voyez qu'on va prendre avec d'autres principes actifs, le pembrolizumab et l'éverolimus. Alors, comment il agit? Déjà, réfléchissons. C'est une tumeur vraiment qui est localisée. Donc, si vous réfléchissez, pour que cette tumeur grossisse, elle a besoin de nutriments, elle a besoin de se nourrir. Elle se nourrit, évidemment, grâce à notre sang. Donc, elle va se vasculariser. Elle va synthétiser, c'est comme ça, des facteurs de croissance vasculaire, et elle va établir tout un réseau de vaisseaux dans la tumeur. Eh bien, on connaît ce système de l'envahisseur. Eh bien, on a trouvé le système, on crée un médicament qui empêche la vascularisation de la tumeur. On appelle ce produit un anti-VEGF. VEGF pour facteur vascular endothélial growth factor. Donc, vous voyez, ce sont des produits à activité inhibiteurs de kinase qui vont bloquer ce facteur de vascularisation. Vous voyez, on va bloquer ici le facteur VEGF, mais il a aussi une autre action, c'est qu'il peut agir au niveau d'autres kinases. Donc voilà, un produit révolutionnaire pour traiter un cancer du rein. Donc ce qui se passe, c'est que quand il y a un cancer du rein, alors, malheureusement, le cancer du rein, au début, n'a pas de symptômes. Le malade ne s'en aperçoit pas. Voilà. Donc il ne sait pas. Et un jour, on fait un bilan, on lui fait une IRM, parce que quand même il n'est pas bien, etc. Et on découvre une tumeur au niveau de son rein. Donc le chirurgien va enlever la partie, évidemment, parce que si elle est un peu évoluée, il vaut mieux enlever. Donc il va enlever la partie et après, il va mettre le malade sous ce type de traitement. Et très souvent même, avant d'opérer, il fait une chimiothérapie avec les anciens médicaments qu'on connaît pour faire diminuer le volume de la tumeur. Comme ça, il en aura moins enlevé et ça risquera moins essaimer. Donc, chirurgie, peut-être radiothérapie, puis, évidemment, chimiothérapie, ensuite radiothérapie, opération, et on va passer vers ces thérapeutiques. Est-ce que c'est clair? Voilà où on en est aujourd'hui en cancérologie, mais ça donne des espoirs énormes. Alors que ce soit pour des tumeurs solides, comme celle-ci, mais que ce soit aussi pour des tumeurs liquides pour lesquelles on a des anticorps monoclonaux qui sont très efficaces, qui peuvent bloquer les leucémies, les myélomes, etc., etc. Alors, évidemment, ce produit est utilisé pas tout seul, vous voyez, on l'utilise avec d'autres produits en association. Donc, en résumé, pour traiter le cancer, on a énorme, mais quand je dis énormément, c'est de la folie. Moi qui l'enseigne, qui enseigne cette partie de cancérologie, mais on y passe des heures avec les étudiants pour leur enseigner la partie de la cancérologie. Donc, beaucoup de nouveaux produits
Hélas, pas dans tous les pays, parce que ça reste encore extrêmement cher. Ils ne sont pas divulgués partout. Beaucoup sont à l'hôpital. Et bien sûr, il y en a aussi à l'officine. Et il y a des conseils à donner. Il faudra expliquer soigneusement aux patients, quand ces produits arrivent à l'officine, l'intérêt pour lui de se traiter et d'adhérer à son traitement. Mais ça, vous êtes très fort pour avoir le dialogue avec votre patientèle. Alors, à part les anticorps monoclonaux et ce qu'on vient de voir, est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. Il y a l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est extraordinaire. On a accolé le mot immuno devant. Eh bien, on va activer le système immunitaire du patient. Son système immunitaire va être activé et va pouvoir reconnaître les cellules cancéreuses et conduire à leur destruction. Et tout à l'heure, vous allez voir, on va parler de certaines révolutions dans ce domaine. En particulier, avez-vous entendu parler des CAR T-cells? C'est révolutionnaire, mais c'est absolument fabuleux. Sauf que ça coûte extraordinairement cher, mais on ne peut pas ignorer aujourd'hui l'existence de ces nouveaux traitements. Alors ça repose sur la modification génétique, vous le voyez, des qualités, des propriétés du lymphocyte T du patient. Alors ce sont des médicaments vivants fabriqués à partir des cellules sanguines d'un patient. Vous allez voir, un petit schéma vaut mieux qu'une longue explication. Regardez bien. Vous voyez ce patient, il a ce cancer. Voilà, là, ça ne marche plus. Si, voilà. Il a un cancer. Bien, on va prélever son sang. On va donc isoler les lymphocytes T. Vous me suivez? Ensuite, on va modifier génétiquement ces lymphocytes T. On va leur inculquer la particularité d'être capable de reconnaître les cellules cancéreuses. Ça, on sait faire aujourd'hui. Bien sûr, on le fait sur un petit nombre de cellules, mais après, on va passer au mode pratiquement industriel pour le patient qui est atteint du cancer. On va fabriquer en masse ces lymphocytes T qui sont génétiquement modifiés pour lutter contre le cancer et on va les lui réinjecter. Vous avez compris? C'est très simple. Donc, on va, par voie intraveineuse, donc on va lui injecter ces cellules et en fait, ces cellules vont être en mesure d'attaquer spécifiquement son cancer. Alors réfléchissez, c'est spectaculaire, mais c'est pour un patient donné. C'est ces cellules à lui pour lesquelles on a travaillé, on a fait des lymphocytes T spécifiques pour lui, et voilà, donc ça ne peut être qu'une thérapeutique pour lui. Évidemment, c'est cher. Ça nécessite une hospitalisation, ça nécessite un suivi extraordinaire, et une mise en route, vous le voyez, c'est quand même extraordinaire. Mais ça donne des résultats absolument mais spectaculaires. Spectaculaires parce qu'en fait, le patient va détruire lui-même, avec ces lymphocytes qui ont été modifiés, le cancer. C'est vraiment l'avion du futur. C'est ce qu'on aura dans les années 2050, 2060, 2070, etc. Vous voyez? Le problème, il n'y a jamais de fumée sans feu, comme on dit. C'est que, voilà, c'est super, mais voilà. Le problème, c'est qu'il va falloir maîtriser ces effets indésirables très spécifiques. Quand on va réinjecter ces cellules qui vont tuer les cellules cancéreuses, il y a ce qu'on appelle un orage, un relargage cytokinique. Ça va tonner avec des éclairs partout dans son organisme. Donc, ça peut être extrêmement dangereux. Donc, il sera extrêmement suivi. Le patient a besoin d'un suivi extraordinaire et va devoir rester hospitalisé un certain nombre de temps pour, évidemment, parer à tout ce qui peut arriver pendant cet orage cytokinique. Mais c'est absolument spectaculaire. C'est la Rolls-Royce des traitements anticancéreux, évidemment, mais c'est le futur. Alors, bien sûr qu'on le fait aujourd'hui, mais voilà, vu le coût, vous imaginez le coût que ça représente. Voilà, donc, c'est pas démocratisé. Voilà. Alors, en cancérologie, il n'y a pas que ce que je viens de vous montrer qui apporte des innovations. Je voulais quand même vous le dire, il faut quand même redescendre un peu sur Terre. Eh bien, par exemple, on a un anticancéreux vedette qui est le Tecentriq de chez Roche, qui est très utilisé dans certaines formes de cancer, à l'hôpital évidemment. Maintenant, eh bien, on vient de le sortir sous une forme injectable.
Donc ça va être pour le patient révolutionnaire, parce qu'aller à l'hôpital, c'est bien, mais il y a le stress de l'hôpital, et voilà, il faut prévoir les rendez-vous, etc. Alors que là, ça sera à domicile par voie injectable. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en cancérologie, on innove. Donc, retenons les anticorps monoclonaux, ces thérapies hors normes, les cartels cellules, voilà. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et puis, on améliore aussi au niveau des formes galéniques. Révolution également dans le sida. Alors, moi, j'ai intitulé ce petit chapitre de quelques minutes « Le traitement VIH-Sida, une immunité retrouvée ». Alors, certes, l'immunité, on l'avait retrouvée avec les comprimés. Ça fait longtemps, hein, parce que le sida existe déjà depuis quelques années. Donc, voilà, et voilà, c'est ça. Et donc, on savait faire. Mais là, voilà, c'est vraiment une immunité retrouvée avec des stratégies thérapeutiques fiables et allégées. Et elles sont. Alors, je sais qu'en voie orale aussi, on peut espacer évidemment les prises du médicament, mais là aujourd'hui, on peut, grâce à la meilleure connaissance de cette maladie, on peut aborder le sida, voyez, avec des avancées majeures. On a ouvert des nouvelles classes thérapeutiques. Donc, aujourd'hui, ça se ralentit parce que les principales classes thérapeutiques, on les a. Donc, on en a rajouté quand même quelques-unes, je vais en montrer une tout à l'heure. Des thérapies injectables LP, c'est-à-dire longue durée d'action, injection tous les mois ou tous les 2 mois. Et on va passer même à tous les 6 mois, voire tous les ans. Vous imaginez un malade atteint de sida, et bien on lui fera une injection tous les 6 mois ou tous les ans. C'est invraisemblable. Quand on a commencé à traiter, jamais on n'aurait cru qu'on puisse en arriver là. Et puis vous avez la PrEP, que vous connaissez, la pré-exposition prophylaxie, qui a amené un confort exceptionnel également. Et puis les vaccins, on va vers des vaccins à ADN, bien évidemment. Et le jour où on aura un vaccin, ça c'est clair que ça sera quand même révolutionnaire. Alors les classes de ces antirétroviraux, c'est incroyable, regardez. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on en ouvre encore. Donc au niveau cellulaire, vous voyez, là vous avez une cellule, un lymphocyte, et bien vous avez le petit virus ici qui s'approche, il tape à la porte, bonjour, je veux rentrer, il a des récepteurs qui l'accueillent, le récepteur l'accueille, il rentre, il pénètre, il va dans le cytoplasme, et là, on va le bloquer. Alors on l'attend à l'entrée, hein, j'allais dire à la sortie. Non, on l'attend à l'entrée, vous voyez, des inhibiteurs d'attachement, du corécepteur CCR5, de fusion. Donc on l'empêche de rentrer. Autrement dit, on lui dit, tu t'en vas, je ne veux pas te voir. Voilà, donc il reste à l'extérieur, il n'envahit pas le lymphocyte. Puis vous avez aussi après, une fois qu'il arrive à rentrer, parce qu'il y a des petits malins quand même qui arrivent à rentrer, eh bien il va se multiplier, mais on le bloque. On a les inhibiteurs de la transcriptase inverse. On a les inhibiteurs d'intégrase qui empêchent de rentrer dans le noyau. Ensuite, on a les inhibiteurs de protéase, les inhibiteurs de maturation, etc. Vous voyez, on s'est attaqué la bête, si j'ose dire, à tous les coins de rue. Et elle s'en sort plus, la pauvre bête. Mais elle ne crève pas, cette salope. Passez-moi l'expression. Elle vit encore. Ce virus arrive à rester encore. C'est quand même incroyable. Mais bon, on va la voir, croyez-moi, on va s'y atteler. Et voilà, il est mal quand même, hein. Je peux vous dire que ce n'est pas ses meilleurs jours qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Tant mieux. Alors, le tout dernier, c'est le fostonzavir trométamol. Vous avez sa structure chimique. Eh bien, vous voyez, lui, on l'attend à l'entrée. C'est un inhibiteur d'attachement. Donc, il ne peut plus s'attacher à la cellule lymphocytaire. On le bloque au niveau des récepteurs. Il ne peut plus s'attacher en particulier sur le GP41. Donc, il ne peut pas rentrer. Donc, c'est le tout dernier de la série. Voilà. C'est le fostonzavir. Comment ? Il faut le prendre avant. Non, on le prend en traitement carrément. Non, on le prend en traitement. Il empêche les virus qui peuvent rester dans l'organisme, qui seraient encore présents, de rentrer dans le lymphocyte. Alors, il s'appelle Rucobia. Alors, pourquoi maintenant a-t-on mis ces injectables ? C'est pour le confort, hein. C'est évident. Ça n'a rien à voir, vous allez voir. Alors, ça s'appelle les bithérapies. Je ne sais pas si vous les avez ici chez vous, mais nous en France on les a. C'est les bithérapies antirétrovirales long-acting qui renferment 2 principes actifs, le cabotegravir et la rilpivirine. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors,
vous avez d'abord le cabotegravir, c'est un inhibiteur d'intégrase, et l'autre, c'est un antirétroviral, inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse. Donc, dans la même injection, on vous injecte deux produits qui ont deux modes d'action différents. Alors, comment ça se passe? Bien, aujourd'hui, alors ça se passera chez vous aussi, hein. Aujourd'hui, il y a une discussion qui va s'instaurer entre le médecin et le malade atteint de VIH, atteint de sida. Donc, le médecin va lui dire, voilà, vous preniez des médicaments régulièrement. Maintenant, il existe des possibilités injectables tous les mois ou tous les 2 mois. Est-ce que ça vous conviendrait? Est-ce que vous vous sentez capable d'aller vers ce pas de l'injection avec une injection tous les mois? Et peut-être le médecin peut aussi lui dire, voilà, vous avez intérêt à le faire. Je sais que vous êtes très observante, donc il n'y aura pas de problème pour les rendez-vous. Je vous conseille d'aller vers ces thérapeutiques. Maintenant, c'est vous qui choisissez. Aujourd'hui, en France, le médecin propose le traitement au patient, lui dit, si vous voulez, on peut aller vers ces thérapeutiques injectables, c'est à vous de décider. Quand le malade a pris sa décision, alors, dans une première phase, il va le laisser sous thérapeutique orale ou initier une thérapeutique orale pour voir s'il supporte ce nouveau produit injectable, qui est le cabotegravir. Parce qu'on ne peut pas injecter un produit si on a des risques de faire une allergie. Donc, il lui propose une phase orale d'1 mois en général ou de 2. Et après, si tout se passe bien, si le malade tolère bien ce fameux cabotegravir, il lui dit, ben voilà, on va passer aux injections tous les mois et tous les 2 mois. Et c'est ainsi que, voilà, la première phase, vous voyez, on va faire une phase orale, 1 mois. Après, on va passer aux phases injectables. Alors, la première injection se fait 1 mois après le traitement oral. On quitte le traitement oral, on injecte. On fait 1 mois. Au bout d'1 mois, on injecte. Et puis après, ça sera par exemple tous les 2 mois. Mais le patient peut très bien rester aussi au rythme de tous les mois. C'est lui qui décide. Soit il prend 1 mois, ou soit il prend 2 mois. C'est lui qui voit. Alors par contre, il ne faut pas qu'il oublie. Le grand risque avec ça, c'est que c'est très beau d'avoir mis ces produits, mais on peut oublier. Si le malade n'a pas un calendrier extrêmement précis, vous savez, s'il décide d'aller tous les 2 mois, il peut oublier, c'est clair. Donc il faut qu'il ait vraiment un rappel. Mais je ne l'ai pas sur moi, mais avec le téléphone portable, c'est magique. Il met un rendez-vous, si j'ose dire. Il dit, attention, là, tu as ton injection demain. Et il a 17 jours à peu près, plus ou moins, 7 jours pour pouvoir... non, 17 jours, pas 7 jours. 17 jours pour pouvoir se traiter. Vous voyez, donc c'est large quand même comme fourchette. Voilà. Donc c'est quand même intéressant. Alors maintenant, vous allez me poser la question. Monsieur Buxoro, voilà, vous nous avez dit qu'il y avait ces possibilités injectables, mais est-ce que c'est bien toléré? Alors, pas mieux, pas moins bien que ce que l'on a aujourd'hui, puisque ce sont des produits chimiques comme les autres. Sauf qu'il y a ce problème injectionnel. On va injecter, donc on peut créer une RSI, une réaction au site injectionnel, c'est incontournable, qui se manifeste par des céphalées, de la fièvre, mais là on a le remède. On a le paracétamol, qui est magique. Donc le malade est mis sous paracétamol, ça se passe comme une lettre à la poste, surtout pas l'AINS. Parce que vous savez, les AINS, c'est très dangereux, ça peut favoriser les infections, vous le savez, donc non. Donc on gère cette phase injectionnelle. Et après, c'est un produit au long cours. Donc c'est les mêmes effets indésirables que ce que vous avez pour les médicaments par voie orale pour le sida, une prise de poids, de la dépression, de l'anxiété, des troubles du sommeil, etc., etc. Donc voilà, en fait, il faut gérer la phase injectionnelle, ne pas oublier, et voilà. Donc le tour est gagné. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et puis vous avez la PrEP. Ça a été quand même révolutionnaire. Alors ça signifie quoi, PrEP? PrEP, ça vient de prophylaxie pré-exposition. Prophylaxie, j'évite l'infection. Pré-exposition, je démarre le traitement avant, évidemment, un éventuel contact avec le VIH. Voilà, donc il faut savoir que ça existe. Évidemment, c'est de la programmation. Donc voilà, c'est comme ça. Il faut prévoir. On ne peut pas en dire plus. Voilà. Donc, ça s'adresse aux personnes qui n'ont pas le VIH, vous êtes d'accord, et qui ont des conduites à risque.
et qui veulent éviter de se contaminer. Donc, à ce moment-là, ils peuvent utiliser la PrEP quand ils savent que le samedi soir, ils peuvent sortir, donc ils vont peut-être utiliser cette médication. Mais vous avez aussi les traitements post-exposition. Donc, retenez, vous avez les traitements classiques du sida, d'accord, avec aujourd'hui les injectables, la PrEP, au cas où j'utilise la PrEP, et puis la post-exposition. C'est-à-dire que malheureusement, c'est un traitement d'urgence, c'est-à-dire que j'ai eu un contact sexuel, voilà, à risque, donc qu'est-ce que je fais? Je suis affolé, donc j'utilise des produits, ça s'appelle la post-exposition, et il est recommandé de prendre ces produits tous les jours pendant 1 mois. Voilà, donc vous voyez, on a quand même avancé dans ces technologies, et je peux vous dire que nous attendons le vaccin avec grande impatience, parce que ça va aussi totalement révolutionner cette pathologie. Alors, la PrEP, pour votre savoir personnel, sachez que ça s'appelle Truvada, ça renferme 2 principes actifs, qui sont 2 inhibiteurs de nucléosidique de la transcriptase inverse, l'antricitabine et le ténofovir disoproxyl. Et vous voyez qu'au Maroc, elle est disponible uniquement dans les centres de santé sexuelle et reproductive, la LCS, Association de lutte contre le sida. Voilà. Et ça ne protège pas les autres IST, c'est clair. Alors, en quoi ça consiste? C'est simple. La PrEP, c'est un traitement à la demande, 4 comprimés à prendre, 2 avant et 2 après un rapport sexuel à risque. C'est vu? Voilà ce que je voulais vous dire pour ça. L'asthme, c'est incroyable. Tu me dis, hein, Isha? On peut continuer? Bon, on a presque fini. Mais il y a des petits scoops quand même que je voudrais vous donner. Alors, on va aller très vite. L'asthme, regardez. Je ne sais pas si vous avez des patients traités par ces traitements, mais c'est révolutionnaire. Sur les asthmes graves, évidemment, quand on a un petit asthme de temps en temps, comme ça, de l'enfant, on a sa ventoline, non, pas sa ventoline. On a son association corticoïde bêta-2 mimétique. Voilà. Et si on fait bien l'association corticoïde bêta-2 mimétique, ça baigne. Mais il y a certains asthmes rebelles. On n'arrive pas à les maîtriser, et là vont intervenir les anti-interleukines 5, les anti-interleukines 4 et 13 et les anti-IgE. Donc vous avez des noms comme Nucala, Fasenra, 5-aéro, Dupixent, Xolair. Je ne sais pas si vous avez ces médicaments à l'officine. Peut-être pas, je n'en sais rien. Voilà. Donc, ce qui est facile de comprendre, vous avez ici un néosinophile. Il faut savoir qu'il y a certains asthmes graves qu'on appelle des asthmes à éosinophiles. C'est une quantité énorme d'éosinophiles qui, évidemment, vont libérer des interleukines et qui vont forcément activer la maladie asthmatique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inhiber l'activité biologique de l'interleukine. Vous voyez, l'anticorps monoclonal va venir ici se positionner sur le récepteur alpha-bêta qui réceptionne l'interleukine 5 et évidemment, il n'y a plus de prolifération de l'éosinophile, de la cellule éosinophile. Et donc, on va décapiter la maladie asthmatique à éosinophile. Donc, il faut que ce soit des asthmes graves à éosinophile. Et on sait faire la même chose avec les asthmes à IgE. Vous voyez, ici, en bleu, c'est l'IgE, l'immunoglobuline. Ces immunoglobulines, eux, vont aller sur un récepteur du lymphocyte et vont donner la cascade classique avec la bronchoconstriction. Eh bien, on le voit ici, l'anticorps monoclonal en jaune vient se fixer sur l'immunoglobuline, la piège littéralement, ce qui fait que cette immunoglobuline ne peut plus aller évidemment sur la cellule, ici bronchique, et donc la bronche ne peut plus, c'est la cellule bronchique, et la cellule bronchique ne peut plus se contracter sous l'influence des immunoglobulines E. Donc on attaque l'asthme à la base, au plus bas de son système moléculaire. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. Et puis, oui. La durée du traitement? Alors ce sont des traitements au long cours, mais on peut arrêter au bout d'un certain temps. Voilà, on fait 1 an, pendant 2 ans, des fois moins, et puis que ça s'arrête, l'asthme s'arrête, et puis après, donc, on arrête le traitement et on voit ce qui se passe, et si besoin, on va reproduire. Alors, des avancées diverses, et c'est là que vous allez être scotché. Là, je vous attends au tournant, vous allez voir. Vous allez ne pas en revenir. Vous savez que
Quand on a une insuffisance rénale chronique, on a le rein qui ne fonctionne pas. Vous êtes d'accord? Bien. Donc, on sait que le rein fabrique l'érythropoïétine. Vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ces malades-là, on est obligé de leur injecter des EPO, sans arrêt. Eh bien, aujourd'hui, on peut soit leur injecter des EPO, soit leur donner un médicament qui vient de sortir par voie orale, nouveau médicament de la classe des DUSTA, qui s'appelle Evrenzo, qui inhibe la propylhydroxylase du facteur induit par l'hypoxie et qui est capable de refaire fabriquer à l'organisme de l'érythropoïétine. Donc, au lieu d'injecter, on prend un comprimé par voie orale. Donc, vous voyez, on a avancé. Enfin, je ne peux pas vraiment dire que ce soit une avancée, mais on est passé d'une injection d'EPO à une possibilité thérapeutique aujourd'hui par voie orale. Maintenant, vous savez, on est vers la fin maintenant. Oui, ça y est, on a presque fini. Donc voilà, c'est quand même incroyable. Hein. Alors je continue. Vous allez avoir dans quelques années une possibilité d'attaquer le sommeil totalement différemment. Alors on sait maintenant qu'on a l'aromathérapie, mais un nouveau produit qui est le daridorexant qui va agir au niveau de l'orexine. Révolutionnaire. Il n'y aura plus de personnes qui ne pourront plus dormir. C'est incroyable. Je continue. Le mavacantem. On sait traiter aujourd'hui la cardiomyopathie hypertrophique. Incroyable qu'on ne sait pas faire, hein, classiquement. Je continue. La migraine. Et là, ça fait l'objet, on le fera avec Aïcha, hein, d'une formation typique sur la migraine, où je parlerai de ces produits. Et puis voilà, incroyable. On est capable de blanchir, de repigmenter les lésions du vitiligo. C'est incroyable. Alors attention, hein, c'est un produit quand même, c'est un tinib, c'est une thérapie ciblée, c'est pas anodin. Ça se fait à partir de l'âge de 12 ans, 2 applications par jour, sur max 10% de la surface corporelle pendant le temps nécessaire à repigmenter les lésions qui s'étaient dépigmentées. Vous voyez, c'est un produit chimique, inhibiteur de tyrosine kinase. Voilà. Et puis, voilà, l'hypercholestérolémie. Et puis, l'ARN messager. C'est le feu d'artifice. Okay, alors là, vous allez avoir de plus en plus de médicaments d'ARN messager. Voilà. Merci alors beaucoup. attention, l'ARN messager, c'est une formation d'au moins 5 heures. Hein. Oui. Voilà. Et voilà, je voulais... Merci beaucoup. Voilà, regarde. C'est fini? Ah oui. Merci. Et franchement, merci à vous. C'est tout que j'avais quand merci à vous. Il y a 12 ans.